Je vais peut-être, rapidement vous, dérouler le programme, de la demi-heure qui suit, de manière à ce que vous puissiez, connaître les différentes étapes. Je vais rapidement revenir sur, ce qui a motivé, le partenariat qu'on vient de nouer avec vous, l'ICH et notamment l'association des alumni. Je vais ensuite présenter, le groupe, alors pas pour faire de la pub, mais parce que c'est important, quand on est du côté, des candidats, de comprendre quel est ce monde parfois un peu opaque, du monde des cabinets de recrutement. Donc je vais vous expliquer ça de manière générale et puis évidemment de manière plus spécifique sur notre organisation à nous, Page Group, parce qu'on est un groupe, mondial, parfois un petit peu, confus, donc je vais vous présenter tout ça. Ensuite, je vais vous donner 2-3 conseils pour, imaginer, comment construire votre relation avec nous, en l'occurrence, mais plus généralement avec, les cabinets de recrutement pour, maximiser cette relation et qu'elle, serve, l'objectif final qui est le vôtre, à savoir de trouver, le job qui vous correspond, le job de rêve, puisqu'il n'est pas interdit de rêver. On balayera quelques actualités du marché parce que, on reste entre spécialistes de l'immobilier, de la construction, donc c'est toujours intéressant de savoir où on se situe, aujourd'hui et cette étape, «analytique» entre guillemets sur, ce qui se passe sur le marché de l'immobilier et sur le marché de l'emploi, en immobilier va, nous permettre d'avoir déjà en optique, l'étape du mois de septembre où on va se retrouver en nombre, encore plus important et cette fois-ci sur un format un peu plus opérationnel. Parler de voilà, de job, de vos recherches, des sociétés qui recrutent, de la manière d'y accéder. Alors, pourquoi ce partenariat avec vous? C'est très simple, je ne vais pas vous présenter l'ICH, je pense que vous connaissez mieux que moi. Ce que j'ai, noté, ce que j'ai en tête, c'est déjà, une structure, historique, 60 ans d'existence, une présence, partout en France à travers 16, centres de formation, encore plus largement maintenant qu'on est en full remote. Un nombre de diplômés, assez, important et puis un vrai réseau d'anciens, 7 000 alumni qu'il faut, voilà, alimenter en contenu. Donc pour nous, c'était une évidence parce que, nous, on est, un leader mondial du recrutement. On est spécialisé en immobilier, en tout cas pour ma part, et donc c'était légitime, qu'on s'associe avec, une des formations, si ce n'est peut-être la formation la plus reconnue dans le secteur. L'objet de ce partenariat, c'est 3 choses, c'est rendre plus accessibles nos offres, à votre communauté, aussi simplement que ça. Le deuxième point, c'est de faciliter, l'identification, de chacun d'entre vous, j'allais dire, par les équipes, immobilier chez nous. Et puis enfin, c'est d'instaurer une espèce de dialogue continu, construit, réciproque entre vous et nous, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette frontière, liée à l'opacité ou à ce qu'on imagine d'un cabinet de recrutement. Qui est PageGroup? C'est le leader mondial du recrutement. La Le nom PageGroup est peut-être un peu moins connu que la marque Michael Page et je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. C'est ce que vous voyez, la pyramide en haut à gauche du slide. PageGroup en fait, réunit 3 marques principales. Page Executive, qui est un cabinet de recrutement dédié aux cadres dirigeants. Michael Page est la marque, la plus connue parce que c'est la plus ancienne. Elle est dédiée aux cadres confirmés supérieurs et puis on a enfin Page Personnel, qui est un cabinet de recrutement dédié, aux employés qualifiés, aux cadres de premier niveau. On a, choisi de se, spécialiser, par rapport à la segmentation, des candidats, sachant que, on peut imaginer, c'est ce qu'on voit tous les jours, que quand on est, sorti d'école, on va d'abord, passer par Page Personnel, ensuite on va devenir, cadre, on va passer par Michael Page et puis, c'est tout le mal qu'on se souhaite, un jour devenir, dirigeant et passer par Page Exec. Ce groupe, c'est 6 500 collaborateurs dans le monde, 37 pays, 141 bureaux et on a une spécificité qu'il faut, absolument, entendre et retenir, c'est que nous ne sommes pas un cabinet généraliste, nous sommes bien un cabinet multispécialiste. On est organisé par division, et chaque division correspond soit à un secteur d'activité, là on va parler de l'immobilier et de la construction, et parfois, vous avez des divisions qui sont organisées même par type de métier. Je pense notamment aux commerciaux, aux acheteurs, qui font l'objet de divisions spécialisées chez nous.
En France, c'est la carte que vous voyez en haut à droite. Vous voyez, l'ensemble des bureaux qui sont présents. En rouge côté page personnelle, en bleu côté Michael Page. Ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, on est présent dans l'essentiel des capitales régionales et que donc on ajoute à l'expertise sectorielle une expertise locale, par rapport aux spécificités des tissus économiques locaux. Notre métier, c'est le recrutement, c'est 80 de notre activité, c'est l'encart, en haut à gauche que vous voyez. Mais il y a tout un tas de prestations qui existent, autour de ce core business. C'est évidemment, le conseil en organisation. On conseille, la plupart de nos clients, heu, en marge de nos missions de recrutement, mais aussi sur des missions spécialisées, sur de l'orga pur. On fait également beaucoup d'assessment, c'est l'encart cette fois-ci en bas à gauche. L'assessment, c'est un terme bon, anglo-saxon, mais qui, en fait, concrètement en français, ce sont des psychologues du travail, qui vont faire des missions, d'évaluation à travers des outils, psychométriques, évaluation sur des qualités, comportementales, ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills, mais qui sont voilà, des qualités, transversales et transposables d'un métier à un autre, d'une composante, à une autre. Et puis enfin, on est à l'interface de beaucoup de données et donc en ce sens, on fait beaucoup études de rémunération, qui sont disponibles pour vous côté candidat, pour vous positionner, savoir si vous êtes bien payé ou, ou pas, savoir comment, négocier aussi, votre prochaine rémunération. Même si ces études, elles sont faites à l'échelle nationale, donc elles sont forcément, assez macro, elles ne vont pas rentrer dans le détail, notamment de la composition du variable, elles restent une belle base de référence pour beaucoup de gens du secteur. Alors une fois qu'on a présenté le groupe au niveau monde, au niveau France, on va rentrer dans la spécialisation qui vous intéresse, à savoir l'immobilier et la construction. Et bien en France, sur les 2 marques principales, donc Page Personnelle et nous, Michael Page, c'est quand même 20 bureaux en France, 45 consultants qui ne font que l'immobilier et la construction, qui sont pour la plupart, issus des métiers, pour lesquels ils recrutent. C'est ce que je disais en introduction. Mais vous avez chez nous des ingénieurs CVC, des urbanistes, des responsables de programme, des acheteurs, et cetera. Vraiment des gens qui viennent, de chez nos clients, qui sont normalement plus à même, de comprendre, qui vous êtes, vos parcours, vos aspirations et de mieux vous représenter puisque finalement, à un moment du process, on devient vos ambassadeurs par rapport à vos, prochains, recruteurs. Et puis quelques chiffres, alors je ne sais pas s'ils vous parleront, mais c'est sur le volume en un an, c'est 10 000 entretiens, c'est-à-dire qu'on rencontre 10 000 personnes à l'échelle de cette division-là par an, donc c'est vraiment, très, très important. On va, travailler majoritairement pour des promoteurs, ensuite pour des foncières ou des sociétés de gestion, ensuite, pour, les bailleurs et les aménageurs urbains. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un cabinet de recrutement va vous parler en fonction de son positionnement. Vous avez des cabinets de recrutement spécialisés en copro, spécialisés en promotion, spécialisés en asset management. Donc évidemment, leur discours, va être corrélé, un à leur expertise, 2 à leur intérêt. Mais ça, on va y revenir dans les slides, suivants. C'est très important pour vous, côté candidat, de savoir à qui vous parlez et d'adapter votre positionnement, aux intérêts et aux éventuels conflits d'intérêts, que peut avoir, la partie d'en face. Petite précision, par rapport à notre activité, 6 de si enfin, alors moins 6 de croissance l'année dernière, on pourrait considérer que c'est, une sous-performance en fait dans le monde qu'on a vécu avec notamment ces 3-4 mois de covid. C'est une très belle performance. Nous, on a un modèle économique, qui, s'inscrit, sur une trésorerie à court terme. Donc on a eu quasiment 4 mois d'activité. Donc finalement, on a eu, 2/3, de temps par rapport à une année normale. Donc en fait, ça veut dire que le secteur immobilier, est résilient. C'est ce qu'on entend partout, c'est ce qu'on voit partout sur LinkedIn, à la télé et cetera. Mais c'est vrai, le marché de l'emploi a souffert évidemment, mais nettement moins, que dans d'autres secteurs, heu, qu'on pourra préciser. Alors là, on va basculer vraiment de votre côté. J'essaie de me mettre le plus possible, du côté candidat. Et la question qui revient souvent, ça fait appel un petit peu à des peurs,
fantomatiques, à des idées reçues qu'on a parfois par rapport au cabinet de recrutement. Les fameux marchands de viande, ils sont opportunistes, ils me rappellent jamais, je suis blacklisté. Enfin voilà, toutes ces idées un petit peu globales qu'on peut avoir, qui en fait souvent relèvent du fantasme. Et donc ce qui est important, c'est de connaître votre environnement, c'est-à-dire connaître l'espace-temps euh, et la qualification de cet espace qui vous sépare de l'emploi. Et en l'occurrence, il y a 3 composantes qui vous permettent d'arriver à votre objectif d'être recruté. La première est de loin, et ça le restera parce qu'on est dans un secteur où le réseau, bah, c'est le numéro un, celui qui vous permettra dans 60% des cas de trouver votre prochain job. Donc le réseau, c'est la première des composantes à activer quand on est candidat. La deuxième, c'est évidemment les annonces, annonces LinkedIn, annonces Indeed, annonces directement sur le site de l'employeur final. Et puis enfin, le cabinet de recrutement, les cabinets de recrutement. C'est important, ça paraît très banal de dire ça, hein, mais il faut quand même replacer la brique cabinet à son humble place, j'ai envie de dire. Ça n'est qu'une des 3 composantes qui va couvrir une petite partie des offres qui vont vous intéresser. Donc quand on est en recherche, on active ces 3 blocs-là et on ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de manière un peu plus triviale, en pensant que le cabinet va aller vous chercher l'offre qui correspond. La deuxième précaution d'usage, c'est sur le biais de lecture du cabinet. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Le positionnement du cabinet, savoir quel type de mission il a, savoir dans quelle situation économique il est. Tous ces éléments vont constituer autant de biais de lecture. Nous, par exemple, on est spécialisé en immobilier, donc normalement, on est légitime et sachant pour vous conseiller par rapport à la réputation, par rapport à la tendance, à la santé financière de tel ou tel client. Maintenant, on a un biais de lecture, évidemment, parce que au départ, c'est un client qui fait appel à nous pour recruter un expert. Donc forcément, on va pas être attendu par notre client pour faire un pari. Nous, on est payé pour recruter une expertise avérée. Donc, quand vous êtes dans des situations de transition professionnelle ou de mutation professionnelle, il est souvent plus efficace de passer en direct plutôt que par un cabinet qui sera par conséquent moins écouté sur cette logique-là. Ensuite, une fois qu'on a compris comment fonctionnait un cabinet, bah, vous avez le déroulé des étapes, alors qui sont des étapes assez standards, qui vont être les vôtres jusqu'à votre intégration. Donc évidemment, bah, pour nous, on commence par analyser le besoin du client, par lui donner des conseils aussi sur est-ce que son cahier des charges il est pertinent, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce que la rémunération elle est juste, est-ce qu'elle est attractive. Voilà, vraiment une analyse assez classique. Nous, on va mettre en place toutes les démarches de recherche qui vont nous permettre d'activer nos réseaux et d'atteindre bah, nos cibles, en l'occurrence vous. On va vous rencontrer, on va sélectionner les candidatures qu'on va présenter à notre client, et puis ensuite, c'est notre client qui va déterminer les candidatures qu'il souhaite recevoir, et puis évidemment, après les entretiens, les personnes qu'il va vouloir recruter. Donc, encore une fois, on est intermédiaire. Notre rôle consiste à identifier, contacter, sélectionner, puis convaincre. On reste responsable du recrutement qu'on a opéré jusqu'à la fin de la période d'essai, c'est-à-dire jusqu'à la validation pérenne de ce recrutement-là. Maintenant, nous restons intermédiaires et le fait que notre travail consiste à sélectionner, bah, c'est le ratio que vous voyez en bas, qui peut faire peur comme ça. Mais finalement, sur 10 personnes qu'on rencontre, on va seulement en recruter 1 à 2. Alors, je ne parle pas sur un job, hein, c'est une statistique globale, générale, annuelle. Mais finalement, on va recruter une partie assez mineure des gens qu'on va rencontrer toute l'année. Donc, alors après, quand on construit une relation sur plusieurs années, évidemment, ce taux-là va s'améliorer, mais il faut quand même l'avoir en tête.
3e étape pour bien gérer sa relation avec un cabinet de recrutement, bah, c'est évidemment soigner sa carte de visite. Et sa carte de visite, bah, ça reste le sempiternel CV. Ce sont des consignes, des conseils plutôt, qu'on a donnés 1000 fois, mais qui valent peut-être le coup d'être redonnés, parce que c'est tellement important. Je vous donne une petite info, hein. Quand on publie une offre sur un support, hem, on va recevoir globalement 300 candidatures en 15 jours. Donc évidemment, on va avoir très peu de temps pour, regarder les CV. Évidemment, on va pas pouvoir tous les regarder. Évidemment, on va passer à côté de très bons CV. Donc il faut absolument que, ce CV, soit parfait. On a coutume de dire qu'un bon CV, c'est avant tout un CV qui est lisible, en 10 secondes seulement. Alors ça paraît fou, hein, ç ça paraît fou, mais c'est vraiment important. Les règles d'or, c'est, un titre, évidemment adapté soit aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire on a identifié que dans telle entreprise, tel poste avait tel nom, soit quand on répond à une annonce, c'est, s'adapter au titre de l'annonce qui est publiée. C'est un sous-titre qui permet de reprendre les informations clés, s'il faut être bilingue, s'il faut être spécialisé dans une classe d'actifs en particulier, si, il faut être, mobile, j'en sais rien. Enfin, vraiment les informations clés que vous aurez retenues. Photo professionnelle, ça va de soi, et puis ensuite une structure claire, synthétique, non rédigée, en entonnoir, de manière à ce qu'un non-sachant puisse comprendre. Il faut savoir que, votre CV, il peut être, lu, heu et perçu à sa juste valeur par, votre futur patron, par le patron de la société, au final, sauf que c'est pas lui qui va le lire, c'est pas lui qui va l'avoir en premier dans les mains. Le premier qui va l'avoir, c'est, peut-être un stagiaire, c'est peut-être un RH, qui vient d'un autre secteur, d'un autre métier, qui n'a pas la culture sectorielle, pas la culture métier. Donc il faut vraiment être ultra pédagogue, c'est-à-dire, le nom de la société, son métier, le service dans lequel vous avez travaillé, le poste que vous avez occupé, les missions, vraiment en mots-clés. Et parce qu'on a la chance d'être dans un secteur extrêmement mesurable, chiffrable, c'est du nominatif et du quantitatif. On a travaillé sur telle opération, c'était quel montant de travaux, c'était à telle localisation, c'était X logements, c'était un portefeuille de X lots, de telle typologie, de tel montant. Tout est chiffrable, voire tout est, on peut s'autoriser quand c'est pas confidentiel à citer, le nom des clients, le nom des portefeuilles, mais c'est vraiment, cette matière incontestable qui va permettre à votre interlocuteur, bah, de retenir, votre CV, donc d'être, du bon côté de la pile. Valoriser évidemment toutes les expériences, paraprofessionnelles, associatives ou autres. Et puis bon voilà, des règles classiques, mais pas trop chargées, pas 25 typos différents, pas 25 000 images, logos, et cetera. L'originalité, c'est bien. Après, ça reste un outil, marketing, hein, le CV. Votre personnalité, vous arriverez à vous détacher en entretien. Sur un CV, c'est bien de le faire, il faut quand même rester neutre, parce qu'encore une fois, on ne sait pas quel est le primo lecteur et c'est peut-être pas celui qui va vous intéresser. Dernier, slide sur la compréhension, du monde, des cabinets de recrutement. Heu, il faut savoir plusieurs choses quand on est côté candidat. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cabinets. Ça va vraiment de la personne toute seule dans son salon, aux gros cabinets. Vous avez des catégories différentes. On a tendance à distinguer 3 catégories. La 1re, ce serait les grands cabinets, assimilés, intérim. Je pense, à nos confrères Randstad, Adecco, Manpower. Vous avez la catégorie des grands cabinets de recrutement qui sont plutôt assimilés à du recrutement spécialisé, voire du recrutement cadre. Là, c'est la catégorie dans laquelle on fait partie, nous, Michael Page, au même titre que nos confrères, Hays, Robert Walters, et cetera. Et puis ensuite, vous avez les cabinets, dits de chasse. Alors même, c'est un abus de langage parce que nous, on fait de la chasse toute la journée, mais là, on va être dans l'exécutif ou dans le cabinet ultra spécialisé, qui vont en général être plus petits et plus marqués, sur le plan de la communication.
Il faut savoir aussi, quels sont le type, de mission, pour lequel on vous appelle. Un cabinet de recrutement, encore une fois, il est rémunéré par son client. Il va être rémunéré, si, il recrute ou en tout cas en grande partie s'il recrute. Très concrètement, ça veut dire quoi? Qu'il est intéressé parce que, bah, il doit faire de l'argent comme toute société, heu, non associative. C'est pour ça, que la plupart des cabinets vont être hyper opportunistes avec vous. L'opportunisme, bah, ça amène certains à être, excessifs, à être, j'ai envie de dire, mal élevés, irrespectueux, non professionnels. C'est toutes les dérives qu'on peut observer, parfois et trop souvent à mon goût. Il faut simplement le comprendre, hem et donc traiter l'information. Vous êtes appelé, OK, est-ce que c'est une mission spécifique ou pas? Est-ce que c'est une mission, et que vous avez de manière exclusive ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire de mon CV? À qui, vous allez l'envoyer? Potentiellement, le cabinet va être rémunéré, par rapport à votre recrutement. Donc vous êtes en droit, un, d'être opportuniste vis-à-vis de lui, de manière réciproque et 2, bah, d'obtenir et de demander et d'obtenir les informations qui vous concernent. C'est-à-dire où est-ce que votre CV va circuler, sur quel poste et est-ce que, auprès de ces sociétés-là, il y a un mandat entre le cabinet et la société ou est-ce que, c'est ce qu'on appelle du push, CV, et auquel cas, c'est à vous de dire, que vous ne souhaitez pas, que votre CV circule partout, quoi. Ça, c'est vraiment, important. Vous avez le lead et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose dont je parle pas sur le slide, mais qui est relatif à vos, données personnelles. Sur un CV, vous avez parfois votre adresse, votre numéro de téléphone, vous avez, voilà, que des choses, personnelles, parfois votre âge et cetera. Toutes ces données, elles sont protégées par la loi et notamment par le RGPD. Vous êtes protégé vis-à-vis de ça, et vous, pouvez accéder à l'ensemble des données correspondent, à l'ensemble de vos données qui sont hébergées, chez les cabinets de recrutement. Donc, il ne s'agit pas de les demander tous les 4 matins, mais quand vous voulez retirer votre dossier, faire supprimer votre donnée, vous êtes en droit, de le demander. Il faut ensuite, bah, se renseigner sur le cabinet en question, savoir est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce qu'il a la réputation de bien traiter ses candidats? Est-ce qu'il a des éléments à faire valoir, des taux de satisfaction, candidats, clients, de manière à vous, rassurer? Encore une fois, vous êtes, l'objet central, heu, bah, de leur business, c'est l'humain, donc vous êtes légitime et vous êtes protégé. Donc allez-y, ne pas hésiter à se mettre en position de décideur par rapport, à l'intermédiaire que nous sommes. Et puis enfin, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme toute prestation intellectuelle, le recrutement, bah, c'est géré par des humains qui ne sont pas infaillibles, ni intellectuellement, ni moralement. Et que donc, il y a aussi, la possibilité, bah, que votre candidature, soit pas, traitée parce que la personne n'a pas eu le temps, parce qu'elle n'est pas compétente, parce qu'elle est pas correcte et donc, bon voilà, il faut juste imaginer ça, de manière, à dédramatiser parfois la relation qu'on a avec un cabinet, poser des questions, demander, à ce qu'on vous rende des comptes et voilà, qu'on vous explique, avec la pédagogie, de rigueur, comment est traitée votre candidature, pourquoi on vous répond pas rapidement, pourquoi votre candidature n'est pas retenue et cetera, quoi. Ce slide-là, c'est un récapitulatif, sur les 2-3 derniers mois, de nouvelles, concrètes, encore une fois nominatives et chiffrées pour le coup, qui sont assez, symptomatiques, du marché en ce moment. On a tendance, parfois à entendre que c'est la catastrophe ou que si c'est pas encore la catastrophe, ça va être la catastrophe une fois que les PGE et cetera. Alors bon, pourquoi pas? Il faut être factuel. Aujourd'hui, on est dans un monde où on raisonne quand même plus au court, au moyen terme. La vérité, la situation actuellement, c'est que, le marché est, plutôt bon, voire très bon. Nous, on est sur des niveaux d'activité qui sont quasiment ceux de 2019. C'est juste que le monde a un petit peu changé, donc on a des basculements de secteur à secteur, dont le résumé est ici. On a des tendances lourdes sur la promotion immobilière qui sort d'1 an et demi
très, très difficile avec, les élections, puis le covid, les PC qui sont distribués au compte-gouttes. Là, il y a la profession qui est vraiment, très, très, motivée, très rassemblée, et très volontariste. Donc il y a beaucoup de recrutement en développement, notamment. Il se passe beaucoup de choses aussi côté utilisateur. On a la nécessité de flexibiliser les surfaces de bureau, parce qu'il y en a trop. On a battu des records de construction, notamment en Île-de-France, qui est déjà le plus grand parc européen tertiaire. On a battu le record du nombre de mètres carrés livrés en 2019-2020. Donc on a trop de bureaux aujourd'hui. Donc il y a des logiques de reconversion en logement ou en autre classe d'actifs. On a la flexibilisation des espaces, je l'ai dit. Il n'y a qu'à voir Accor qui passe de l'hôtellerie au coworking. Bon voilà, tout ça est intéressant, ce qui fait qu'il y a des jobs côté conseil et côté foncière à pourvoir. La tendance depuis 2 ans, c'est la logistique. Alors là, c'est partout, à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, c'est partout. C'est le phénomène de basculement du retail physique vers le retail numérique, l'émergence d'Amazon comme opérateur immobilier, ou Google, ou tous ces gens-là. Et donc, il y a beaucoup de jobs à pourvoir là-dedans. Le social, alors là, c'est tout azimut, hein, le pari de l'État sur le résidentiel, c'est le social. Ils ont compris qu'ils n'arrivaient pas à régler le problème politique, même par les préfets, sur l'obtention des PC. Donc, le curseur est mis à fond sur le social. Ça recrute partout, en dev, en montage, en technique. Donc, si ça vous intéresse, il faut y aller. Une autre tendance qui n'est pas inintéressante, c'est la multiplication des petites structures, que ce soit des startups, parce qu'aujourd'hui tout est startup, des family office ou juste des TPE tout simplement, qui se montent et dans lequel il y a beaucoup de choses à aller chercher, notamment de la polyvalence. On parle beaucoup de sens qu'on a envie de donner à sa vie professionnelle, de polyvalence, de transversalité. Il n'y a pas photo, hein. La plupart du temps, dans les petites structures, on retrouve ces éléments-là. Donc, il faut regarder. C'est bien d'avoir un nom sur un CV. Il faut aussi regarder, gratter derrière la marque et s'intéresser aux petites sociétés. Deux tendances, et j'en aurais terminé. L'avant-dernière, c'est le décloisonnement des parcours, et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, côté candidat. Pourquoi je parle de décloisonnement? C'est qu'on a assisté, on a un phénomène qui passe du produit au mixte produit. C'est l'échelle quartier avec des immeubles où il y a un petit peu de retail, un petit peu de résidence, service, etc. Du mix produit, on passe quasiment à la fusion produit. Pourquoi la fusion produit? C'est qu'on a des classes d'actifs qui vont vraiment se rencontrer. Je pense notamment au co-living qui est quasiment une fusion de l'hôtellerie et du résidentiel. Et j'ai cité l'exemple d'Accor sans le voir, mais c'est l'exemple type, c'est l'exemple symptomatique de ça. Ce qui fait que quand on était cloisonné avant, on était dans l'hôtellerie, on ne pouvait pas en sortir, on était dans le résidentiel, on ne peut pas en sortir. Aujourd'hui, voilà, on pourra au moins circuler entre ces deux voies-là. C'est la même chose côté coworking, qui est une fusion entre l'hôtellerie et le bureau. Et là, pareil, que ce soit sur les métiers de la gestion, de la promotion, de la technique, eh bien, avant, on pouvait avoir la crainte d'être catalogué et d'être un peu enfermé dans un sillage, un sillon un peu trop profond. Aujourd'hui, les horizons s'élargissent et c'est vraiment une bonne nouvelle pour une critique qu'on fait souvent à la France où voilà, quand on est marqué, on ne peut pas changer. Eh bien, ça change grâce à ça. Donc, félicitons, on va s'en féliciter parce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et enfin, alors je suis désolé, je termine pas par la meilleure, mais il y a une tendance de baisse des salaires. En tout cas, l'inflation est terminée. Il y a quand même une correction assez significative des trésoreries qui ont été très, très, très largement impactées l'année dernière. Donc, c'est certain que les mouvements d'ensemble qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt des départs par le haut et des recrutements par le bas. Alors, on en pense qu'on en veut. C'est pas bien, c'est triste, etc. Voilà, on vit dans ce monde-là. Donc à tout niveau, quand on va créer un poste ou remplacer, on va être sur des rémunérations qui sont inférieures à celles qui étaient pratiquées en 2019, tout simplement parce que l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est justement rééquilibré, quoi.
Bon, là, c'est une redite du précédent slide. Je voudrais pas être trop long, mais c'est important que vous le sachiez. C'est quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. Ce ne sont que des postes qui ont, pour la plupart, moins de 15 jours, qui sont disponibles aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle. J'ai fait 2 catégories qui, je crois, correspondent au public des alumni ICH. Des postes plutôt en gestion, que ce soit en administration de biens, en gestion loc, en copro ou en niveau d'entreprise, en property, en invest, en asset. Et puis ensuite en promotion. On recrute à tout niveau. Alors évidemment, en copro, ça va être beaucoup plus de juniors et de néo-confirmés, mais bon, ça recrute partout. En asset, ça va être plus du résidentiel et de la logistique. En promotion, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup en développement. Mais il y a aussi des postes en montage, en conception, en consultation. Je vous ai mis un petit lien, la présentation on vous la donnera, donc n'hésitez pas, il y a 166 offres aujourd'hui à pourvoir qui intègrent le terme immobilier chez nous. Ça peut être des juristes, ça peut être des commerciaux, ça peut être des opérationnels, ça peut être des RH, ça peut être tout le monde. Donc il y aura normalement de la place pour tout le monde. Alors, je vous garantis pas une réactivité immédiate parce que dans mon équipe, nous ne sommes que 5, hein, côté Michael Page, côté personnel, ils sont une dizaine. Donc, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas répondre à tout le monde dans la journée, ni même parfois dans la semaine. Mais il est probable qu'on ait, soit aujourd'hui, soit dans une semaine, soit dans un mois, un poste qui correspond à vos attentes. Voilà, je termine par là. Ce sont les contacts. Et là, encore une fois, on est dans du spécifique, du nominatif, du quantitatif. Vous avez les numéros de téléphone, les noms et les adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour un conseil ou pour un poste que vous avez vu. On est à votre disposition et on fera au mieux pour être et pertinent et réactif. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et maintenant, on va pouvoir passer aux questions. Donc, page personnelle, fait du recrutement, que ce soit en CDI, en CDD ou en intérim. Je parle de l'immobilier et la construction, on est d'accord, hein, je ne m'intéresse que à ces équipes-là. Et ils recrutent des employés qualifiés, des cadres de premier niveau, grosso modo jusqu'à 40-42 000 euros de rémunération brute annuelle fixe. Concrètement, si on veut des exemples, assistant à copro, assistant à programme, gestionnaire de copro, junior à néo-confirmé, responsable de programme junior. Bon, je ne vais pas faire la liste exhaustive, mais ce sont toutes ces fonctions-là. Ça bascule chez Michael Page à partir du moment où ça va concerner des cadres rémunérés au-delà de 40 000 euros brut annuels et jusqu'à 120 000 euros annuels. Donc, c'est tout le reste. De toute façon, n'ayez pas d'inquiétude. Si jamais votre CV arrive à la mauvaise marque, encore une fois, on n'est pas 150 000, on est dans les mêmes bureaux, on s'entend bien et on se parle. Donc votre CV circulera de page personnelle à Michael Page ou de Michael Page à page personnelle si jamais c'est nécessaire. C'est vrai que schématiquement, quand un client fait appel à un cabinet de recrutement, il va payer cher. Et il va payer cher pour avoir une expertise avérée. Alors une expertise avérée, pour recruter un directeur de programme, il va payer Michael Page pour recruter un responsable de programme confirmé. Voilà, globalement, ça va ressembler à ça. Donc c'est vrai qu'on est, en ce sens, on est moins attendu. Et comme on est moins attendu, forcément, on est moins légitime à opérer des recrutements sur des logiques transversales pas de mutation, mais vraiment de mobilité transversale. Alors évidemment, ça nous arrive, et Dieu merci, ça nous arrive régulièrement. Mais quand on évolue, quand on change de carrière, que ce soit, je ne sais pas, passer du développement en montage, en promotion immobilière, ou passer de la boulangerie à la commercialisation, bon, évidemment, on parle de deux sujets bien distincts. Clairement, sur le deuxième, on n'aura quasiment pas de poids. Dans le premier des cas,
On va faire vraiment de l'analyse sur de la quelle est la compétence qui va être transposable et quelle est la compétence comportementale qui va être utile. Et ça, c'est notre job parce que normalement, on est formé pour ça, on a l'habitude de faire ça et on peut mettre en exergue, en lumière et on peut aussi être une caution finalement par rapport à la faisabilité, par rapport à la pertinence de ces transpositions-là. Maintenant, enfin, notre modèle économique fait qu'on est moins entendu là-dessus, d'où cette précaution, parce que je pense que ça peut être très frustrant quand cette mobilité est légitime, intéressante, appuyée de surcroît par une formation à l'ICH pour montrer qu'on est motivé, sérieux, etc. Et c'est vrai que ça peut être décevant de s'entendre dire bah ouais, je peux rien faire pour vous. Voilà, mon souci, enfin, ma priorité, c'est d'abord d'être transparent et ensuite d'essayer, mais pas les fausses promesses. Je pense que c'est ce qu'il y a de pire dans la vie parce que c'est pas constructif, c'est déceptif. Pour le coup, c'est bien trop général comme question. Vraiment, là, pour le coup, il faut pas hésiter. Alors, encore une fois, on fera ce qu'on peut dans le temps qu'on a disponible, mais vraiment, il faut avoir une approche pour le coup personnalisée. C'est-à-dire qu'il faut arriver déjà il faut être conscient de la faisabilité ou pas, parce que l'envie, c'est une chose, la faisabilité, la réalité d'un marché, c'en est une autre. Une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir le marketer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir de son parcours précédent ce qui est valable dans l'expérience future, l'expérience recherchée. Il faut vraiment le construire sur un CV, c'est-à-dire ne serait-ce que sur le plan vraiment de la composition d'un CV, que l'expérience la plus proche soit mise en avant, quitte à ce qu'elle soit exagérée entre guillemets. Et puis ensuite, il faut que vous sachiez, quand vous êtes concerné par ça, quel est le prix, quel est aussi le principe, enfin, un des principaux écueils auxquels on va se confronter quand on est en reconversion, c'est qu'on a acquis une valeur dans un métier, dans un domaine, on va être légitimement rémunéré à telle hauteur. Et puis, on va se former à l'ICH, on va vouloir frapper à la porte de l'immobilier, du métier en question, et on ne va pas se rendre compte qu'on demande un salaire de confirmé. Et ça, c'est dramatique parce que ça veut dire que ça annihile toute votre compétitivité. Et donc, il faut absolument le savoir et le plus tôt possible pour engager le pari, si ce pari est pertinent. Et quand je parle de pari, c'est est-ce que je mets une croix sur 5, 10, 15 000 euros pendant 6 mois, 1 an? Est-ce que je fais un deal avec mon employeur parce que bah, j'ai 10, 15, 20 années devant moi et que je sais que ce métier-là est plus rémunérateur ou je vais me rattraper. Et ça, c'est vraiment un échange particulièrement, c'est incontournable. Il faut l'aborder vraiment en toute transparence, sans détour, quitte à changer d'avis. Parfois, on pense que on va faire ça et on va opter pour une autre solution, mais c'est vraiment un échange qu'il faut avoir. Alors, nous ne sommes pas coach en tant que tel. Euh, Encore une fois, enfin, on a l'humilité consubstantielle à notre métier d'être intermédiaire. On écoute, on recueille, on va, quand on a suffisamment de bouteilles, donner un avis, mais qui restera un avis subjectif. Donc, dans notre mandat, euh, on ne devrait, j'allais dire dans l'absolu, pas conseiller le candidat sous prétexte de le travestir, de lui demander de se travestir, c'est-à-dire de l'inviter à ne pas être qui il est vraiment. Et puis parce que sinon c'est un métier à part entière et on pourrait avoir des missions de coaching, mais là c'est un métier. C'est-à-dire que ça voudrait dire que c'est le candidat qui nous rémunère. Or, c'est pas le cas. Alors bon, une fois que la théorie est installée, il y a la pratique. Et quand on connaît bien un client, c'est-à-dire qu'on connaît bien une société,
son organisation, ses services, les personnes qui la composent, le N+1, savoir s'il est, sympa, pas sympa, pointilleux ou pas. Et bah, évidemment, on va donner des clés de lecture. Heu, Aux petits jeunes, on va leur dire: «Bah, prends un stylo et un crayon et quand tu vas en entretien, c'est la moindre des choses. Si tu arrives pas les mains dans les poches». On va moins donner ce genre de conseils-là à ma génération ou celle du dessus. Et puis bon, plus sérieusement, voilà, on va leur dire, le on va leur donner des indications sur le code vestimentaire, sur le code, linguistique éventuellement, sur, le fait de se renseigner sur tel ou tel, élément. Et on veut, voilà, encore une fois, on ne veut pas, biaiser, cette relation, la vraie relation qui se passe entre le candidat et notre client, quoi. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, j'étais le premier à imaginer ça quand je suis arrivé chez Michael Page il y a longtemps maintenant. On travaille majoritairement pour des, TPE, PME et ETI. Alors pourquoi? Pour 2 raisons majeures. Un, il y a moins de grands groupes, que, de TPE, PME, ETI. Et puis, ensuite, il y a une logique de complémentarité, c'est-à-dire que les grands groupes, bah, sont structurés, que ce soit, en termes d'outils ou en termes de ressources humaines, pour travailler sur la marque employeur, c'est-à-dire sur l'attractivité, puis ensuite sur la captation de talents. Inversement, bah, une TPE, une PME, ne sait pas faire, n'est pas armée, n'a pas le temps, parfois n'a pas l'expertise ou la connaissance du marché. Donc c'est vrai que naturellement, on a plus de valeur ajoutée à apporter, à toutes ces entreprises et encore une fois, ça concerne, bah, 8 entreprises sur 10, hein. Alors ça ne nous interdit pas de travailler sur les grands comptes parce que c'est important, parce qu'il faut être complet. Et là, dans les offres, bah, que j'ai listées tout à l'heure, vous avez un petit peu de tout. Alors on travaille donc pour des promoteurs, des foncières, des sociétés de gestion, côté immobilier d'entreprise, ça va être, tout le property, l'invest, l'asset et côté résidentiel, les cabinets d'administration de biens, sur les métiers de gestion locative et copro, que ce soit, le cabinet du coin de la rue indépendant ou le grand réseau national. On va travailler pour des bailleurs sociaux. Bon là, enfin pour les bailleurs sociaux privés. On a la division publique qui s'occupe des bailleurs sociaux publics, mais pareil, on est juste à côté, on se parle. Et on travaille, moins pour les aménageurs urbains. Donc bah, ce monde-là, il est très vaste parce qu'on pourrait, parler de sociétés de conseil. Le conseil, c'est très large, ça peut être un conseil, juridique, ça peut être un conseil, en montage d'opérations, ça peut être un AMO, technique, ça peut être, un conseil en commercialisation. On travaille aussi pour des contractants, on travaille, enfin, j'en oublie parce que c'est extrêmement large, hein, l'écosystème immobilier et construction. On recrute des juristes immobiliers, alors ce n'est pas nous parce qu'on a une division juridique, dont c'est le métier. Alors pareil, bah, vous aurez affaire à d'anciens juristes ou d'anciens avocats qui ont été recrutés par Michael Page, bah, pour être légitimes, à parler à leurs candidats, juristes ou avocats et ils sont à peu près à 4,70 m de moi à gauche. Et je sais que ça recrute beaucoup en juriste immobilier, alors peut-être davantage en juriste construction, pour être plus précis, mais ça recrute aussi en juriste immobilier, donc c'est pareil, il ne faut pas hésiter. Alors en fait, c'est l'inconvénient de la spécialisation, c'est que, bah, quand vous avez le bon interlocuteur, c'est génial et puis parfois, bah, vous mettez, 3 interlocuteurs avant de trouver le bon et parfois vous avez même 3 interlocuteurs en même temps. Heu, donc heu tout le monde s'y perd, parfois nos clients, parfois nos candidats. C'est un choix qu'on assume. Le choix, c'est celui d'avoir, bah, la personne la plus sachante, la plus compétente en gros, pour vous répondre. Donc c'est certain que, bah, typiquement, on va citer n'importe quel exemple, un Nexity, le DRH de Nexity, bah, quand tu vas recruter un juriste, ça va être ta division juridique. Quand tu vas recruter, un RP, ça va être nous. Quand tu vas recruter,
Un responsable com, ça va être la division com, et cetera, et cetera. Il y a les 17 divisions que vous avez citées. Et parfois, c'est le cas côté, côté candidat. Heu, il y a des, postes où c'est pas clair. Je reprends l'exemple, du juriste immobilier qui nous écoute. Parfois, ça va être un juriste en tant que tel, parfois ça va être un property à dominante juridique. Parfois, ça va être, vraiment un titre qu'on n'imaginerait pas, mais qui est très, très transversal. Potentiellement, il y aura une offre, chez, Michael Page Juridique, une offre chez Michael Page Immo. Eh bah, écoutez, c'est pas grave, plus on est, plus on rit. Alors, moi, mon point de vue, il est pas très c'est mon point de vue, donc il est subjectif et il est très bon. Sinon, on n'aurait pas signé ce partenariat. Alors ceci dit, il est pas tombé du ciel, ce point de vue-là. Heu c'est parce que j'ai entendu, parce que, comme tout le monde, j'ai commencé, j'ai écouté, j'ai appris et j'en ai fait enfin voilà, j'en ai tiré des conclusions. L'image est très bonne, parce qu'on sait que c'est dur. Alors évidemment, heu, c'est pas pareil d'être diplômé de l'ICH sur un cursus entier, que d'avoir passé les modules, qu'on aimait bien et d'avoir fui la fisca et la compta. Mais toujours est-il qu'on sait que le niveau, il est, il est homogène et en fait, c'est la grande différence de l'ICH par rapport à certains de vos confrères ou concurrents que je citerai pas, où les niveaux sont plus hétérogènes en fonction des années, en fonction des cursus, en fonction des professeurs, bon voilà. On sait que l'ICH, il y a le CNAM derrière, hein, que le CNAM ça rigole pas. Et que c'est voilà, c'est difficile, ça demande du temps. On sait, aussi que le profil de l'étudiant ICH, c'est plus le professionnel expérimenté qui va, inscrire ça dans une logique de complétude, ou de changement de direction professionnelle, mais à peu près dans une même, logique quand même. Donc on sait que on s'adresse pas aux mêmes populations et après, quelle est l'image générale du marché? Je pense que c'est celle-ci. Alors peut-être que, dans les métiers de la gestion, dans l'administration de biens, je pense que bon, clairement, c'est connu, reconnu comme étant le top, avant des formations qui portent le nom de ces métiers-là. En promotion, c'est très reconnu et notamment en montage d'opérations, il y a pas de débat. C'est dommage, qu'il y ait pas plus de développeurs qui fassent l'ICH. Surtout à une époque où, pour faire du développement, pour être un bon développeur, il faut être un bon, RP, parce que, l'environnement juridique, technique, même commercial, c'est considérablement complexifié et qu'aujourd'hui, c'est fini un peu même si tant est que ça existait un jour, du développeur cow-boy qui arrive à obtenir son foncier juste, sur du bagou. Donc l'image est très bonne. Peut-être que là où ça pêche un peu, c'est sur le l'asset management, qui est un environnement beaucoup plus bling bling, pour faire simple. Et peut-être que là, il y a une collusion plus naturelle avec, voilà, de grandes écoles, privées, qu'on ne citera pas. Mais bon, tout ça, c'est du marketing, mais j'ai envie de dire, là, la balle est dans votre camp.